Il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République au Japon, notamment à Yokohama, pour participer au 7e sommet de la TICAD. Et en Turquie, Erdogan est à Moscou pour évoquer la question syrienne. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a atterri ce matin à l'aéroport de Haneda au Japon. Le chef de l'État va prendre part au 7e sommet de la TICAD qui s'ouvre demain. Et parmi les 4500 convives pour ce sommet, des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'organisations internationales et régionales, des opérateurs du secteur privé, des acteurs de sociétés civiles africaines et nippones, sans oublier une large délégation qui accompagne le président de la République, composée de son chef de la diplomatie, Mahmoud Ali Youssouf, du ministre de l'économie et des finances, Ilham Moussa Dawalé, du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, du président de la chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, du directeur de l'ANPI, Mahdi Darar Obsiya. Cette conférence internationale va s'attarder sur les questions liées au développement de l'Afrique, notamment dans le partenariat public-privé, les investissements, la santé, mais aussi le secteur de l'énergie et des infrastructures. En d'autres termes, discuter de l'émergence du continent comme la nouvelle frontière de la croissance japonaise et mondiale au XXIe siècle. Et concernant la TICAD, que sait-on? Depuis quand existe ce sommet et quels sont ses rôles et missions? C'est ce que nous verrons dans ce document qui va suivre sur un commentaire de Saïd Halatou. De son acronyme Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, voit le jour en 1993, afin de promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires dans le domaine du développement. Des réunions sont organisées sous la houlette du Japon, co-organisées par les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine depuis 2013. Avec la TICAD, le Japon occupe une place centrale dans la promotion d'un dialogue international pour le développement de l'Afrique. Des approches innovantes de la TICAD incluent les concepts d'appropriation africaine et de partenariat international, la promotion de la participation des organisations internationales, des pays donateurs, du secteur privé et des organisations de la société civile. Les différents sommets de la TICAD ont eu lieu au Japon tous les 5 ans jusqu'en 2013. Depuis lors, ce sommet est organisé tous les 3 ans à tour de rôle en Afrique et au Japon. En 2016, c'est la première fois que ce sommet se tient à Nairobi, au Kenya, marquant la première édition de la TICAD sur le sol africain. Cette initiative répond à la volonté grandissante d'une Afrique en pleine expansion en termes de croissance économique et qui prend en main son programme de développement. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, accompagné de 77 figures importantes du monde des affaires et de la communauté universitaire, a démontré les engagements fermes pris par le secteur public et privé du Japon. Au-delà de la forte concentration sur le commerce, les investissements et la coopération technique, les partenariats africains, y compris la TICAD, accordent une attention croissante aux questions de paix et de sécurité, notamment le maintien de la paix. Le prochain sommet de la TICAD s'ouvre dans quelques jours, du 28 au 30 de ce mois-ci, à Yokohama. Ce prochain sommet nippo-africain va incarner un modèle de coopération particulier du Japon envers le continent africain. Et l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Araita Ali, est revenu pour nous sur les différents sujets ou thèmes qui seront à l'ordre du jour de cette TICAD 7. On l'écoute. Vous le savez, date maintenant de plus d'un quart de siècle environ, ça date de 1993, et nous en sommes au 7e TICAD. Mais cette rencontre a une singularité, et c'est une conférence qui va porter principalement sur le business, c'est-à-dire qui a un volet économique très très important. C'est pourquoi, pour la première fois, le dialogue public-privé va se faire en plénière. D'habitude, les rencontres étaient beaucoup plus portées sur le développement, sur les aides de développement, etc. Aujourd'hui, le Premier ministre japonais a lancé un appel
aux investisseurs potentiels pour leur dire que l'Afrique n'est pas un pays, mais c'est un continent et que c'est une opportunité. Donc le chef de l'État va arriver demain. Il est accompagné d'une très forte délégation qui est principalement composée aussi du secteur privé. Nous avons la présence de deux ministres, donc le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Économie, ainsi que le président de la Chambre de commerce et puis le président des autorités du port et de Free Zone, qui déjà démontre que la vision du président de la République, c'est justement faire de sorte que tous les partenaires, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau du Japon, que ce soit au niveau d'autres pays, que l'on puisse nous accompagner dans la transformation de Djibouti de demain. Et Djibouti d'hier, Djibouti d'aujourd'hui, Djibouti de demain, on a vu et on continue à voir les changements pratiquement chaque année. Les infrastructures telles que les ports, les routes, etc. Et les Japonais ont cette année mis l'accent aussi sur un certain nombre de domaines prioritaires tels que la santé, tels que l'énergie, tels que la paix, la stabilité, bien sûr. Et notre pays est reconnu comme étant un havre de paix, et un thème consacré à la paix en Corne d'Afrique aussi aura lieu. Bien sûr, Djibouti a sa place, et la place de Djibouti est comme d'habitude centrale, puisque nous avons toujours opté pour que notre région soit une région qui attire en quelque sorte le développement, qui attire les investisseurs, de par l'hospitalité qui nous est propre, de par aussi la paix qui nous est en quelque sorte, qui est une des caractéristiques de notre pays. Donc du coup, je pense que ce sera vraiment une rencontre qui portera beaucoup de fruits pour la République de Djibouti. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a reçu hier la visite de courtoisie du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine, de l'IGAD et des Nations unies, conduite par Thabo Mbeki, ancien président du Sud-Africain et actuellement à la tête du groupe de haut niveau. Ce panel tripartite comportait notamment dans ses rangs le haut représentant de l'Union africaine, l'envoyé spécial de l'IGAD pour la mer Rouge et l'envoyé spécial de l'ONU pour la Corne de l'Afrique. L'entretien entre le président Hamed et ses invités de marque a vu en outre la participation du directeur des relations multilatérales et du directeur de la procédure législative de l'Assemblée nationale. Intervenant au milieu d'un véritable road trip au sein des différents États composant l'Afrique de l'Est, cette visite avec le speaker Hamed fut un moment fort de la diplomatie parlementaire au cours duquel plusieurs points ont été évoqués, comme les questions de la stabilité et de la paix régionale, la coopération et l'intégration africaine, le développement et les contours du dialogue inclusif interpeuple. Le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cheikh, a reçu aujourd'hui dans son bureau une importante délégation soudanaise conduite par le général de la police soudanaise, Adel Mohamed Ahmed. Le général de la police soudanaise a été introduit auprès du ministre de l'Intérieur par le directeur de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux institutions et comment travailler davantage ensemble étaient d'abord abordées au cours de cet entretien, rappelant que la délégation conduite par le général de la police soudanaise effectue une tournée dans les pays de la Corne de l'Afrique. Et après leur visite chez le ministre de l'Intérieur, la délégation soudanaise conduite par le général de la police soudanaise, Adel Mohamed, a visité également l'académie de police Idriss Farah Abane située à Nagad. Cette visite guidée à l'APIFA avait pour objectif de faire connaître le métier de policier, mais aussi de découvrir l'importance du travail de ces hommes et de ces femmes qui veillent jour et nuit au maintien de l'ordre et de la sécurité dans notre pays. Accueillis à leur arrivée par le colonel de la police nationale Abdullahi Abdi Farah et le directeur de l'APIFA, le lieutenant-colonel Elmi Daher Miguel et les moniteurs de l'académie, la délégation soudanaise ayant donc bénéficié de cette visite afin de faire découvrir les différentes missions de la police nationale djiboutienne.
L'actualité nationale, c'est aussi cet atelier de préparation à l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme organisé par la Banque centrale de Djibouti en collaboration avec la Banque mondiale. C'était ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la participation de Djibouti à l'évaluation de ces paramètres, en l'occurrence la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par le groupe Action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, connu sous l'acronyme GAFI-MOAN. L'objectif de cette mission d'assistance technique était de rappeler les principes et enjeux de l'évaluation mutuelle de Djibouti qui sera prochainement menée par le GAFI-MOAN. C'est ce qu'a précisé l'expert qui a animé cet atelier. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane. Un pays qui grandit jour après jour, qui a une stratégie qui donne ses fruits jour après jour, qui est tracée par le chef d'État dans le cadre de sa stratégie 2035. Nous évoluons favorablement dans tous les domaines et les secteurs financiers doivent accompagner cette évolution importante par un renforcement de son dispositif, par un renforcement de ses outils. Et la place financière de Djibouti est un outil important pour le développement de Djibouti. Elle doit donc correspondre à ce qui s'est fait de mieux sur le plan international, être aux normes internationales. Et c'est dans ce sens que nous avons œuvré depuis quelques années pour que nous puissions transformer notre place et la rendre conforme à toutes les exigences internationales. Un défi majeur s'impose à nous. Il s'agit de renforcer tous les dispositifs qui régissent la finance à Djibouti et de le mettre un peu aux normes internationales. Et pour cela, il y a des organisations qui ont été dédiées pour ça. Et nous avons adhéré tout récemment au MENA-GAFI, qui est donc une structure qui édicte des règles et qui guide les pays en ce qui concerne la gestion des finances sur le plan national et international. Les forces armées djiboutiennes, composées de plusieurs corps et formations, se sont vues attribuer plusieurs établissements scolaires publics. Ainsi, le régiment blindé CCO et le régiment quartier général RQG se sont vus attribuer le lycée de Gabod et le centre de formation du stade de CFS. Le régiment d'artillerie était en charge des écoles du quartier 5, 5 bis et quartier 6. Le DCMAT s'occupait de l'école du stade, du CEM du stade et de l'école du quartier 6 bis. La marine nationale était responsable quant à elle de l'école de Balbala 9, Balbala 9 bis, Balbala 10, de l'école de Balbala 10 bis, de l'école de Balbala 11, de l'école d'excellence et de l'école de PK13. Enfin, l'armée de l'air s'occupait de l'école d'Ambouli 1, d'Ambouli 2 et de l'école du quartier 7. Ainsi, chaque corps et formation des FAD s'est vu donc attribuer au minimum 4 établissements scolaires publics selon un calendrier bien défini. On peut voir en action les éléments du RQG en pleine action de nettoyage dans le centre de formation professionnelle du stade de CFS, anciennement connu sous le nom de CFPA. Occasion pour embellir le centre de formation du stade qui s'est déroulé depuis 3 jours. Ils ont donné, et tous les ateliers et toutes les salles sont propres. Nous remercions énormément cet effort qu'ils ont fourni. Et on dit merci beaucoup. Et dans le même contexte, et toujours dans le cadre du partenariat entre les forces armées djiboutiennes et le MENFOP, une campagne donc de nettoyage des écoles publiques et de la capitale en vue de la rentrée scolaire donc qui a été lancée. Cette campagne qui a débuté hier se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine. Les forces armées djiboutiennes composées d'hommes et de femmes ne sont pas restées en vain. Ainsi, ce sont les établissements scolaires tels que le lycée de Gabod et le centre de formation CFS, anciennement CFPA, qui ont été attribués aux forces armées djiboutiennes. Et pour le bon déroulement des activités, des officiers ont été désignés pour donc superviser ces travaux de nettoyage et d'assainissement des établissements scolaires publics. L'objectif de cette campagne est d'offrir un environnement sain et agréable pour nos jeunes écoliers aux prémices de la nouvelle rentrée scolaire qui s'annonce imminente. Force est de constater que ces jeunes écoliers encore sereins constituent l'avenir du pays. Ces opérations de nettoyage des écoles publiques de la capitale s'inscrivent dans le cadre des actions civilo-militaires en faveur de la population et soulignent l'engagement civique, moral et patriotique des forces armées djiboutiennes. Notre ministre Excellence M. Moustapha Mohamed et également le chef d'état-major général des armées, général Zekriye
cher Ibrahim, qui nous a donné main forte à la réalisation des nettoyages des établissements concernant dans l'établissement du lycée de Gabon. Passé, ce nettoyage-là a commencé depuis hier par la présence des armées, hommes et femmes, d'ailleurs, mis tout leur cœur pour nettoyer les établissements. Et dans la journée d'hier a eu lieu donc un événement marquant, riche en émotions. La société ICANN a mis en place le projet d'installation d'un espace communautaire pour améliorer la situation des habitants du Markazi. Rappelons que ce projet est financé par le gouvernement du Japon qui ne ménage aucun effort afin de contribuer au développement socio-économique de Djibouti. Et participer donc à l'événement le préfet de la région, le président du conseil régional, les habitants du camp Markazi, l'ambassade du Japon, les membres du HCR et autres partenaires locaux et internationaux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de ce projet. La composante matérielle et l'installation qui héberge donc l'événement en cours, c'est ce qu'on appelle l'espace communautaire. C'est un endroit où toutes les personnes, y compris enfants, jeunes et femmes, peuvent organiser des réunions, jouer à des jeux et participer à des formations sans souffrir donc de la chaleur. Toute organisation est invitée donc à utiliser cet espace pour toute activité susceptible de contribuer à améliorer la situation des habitants de Markazi. Au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Djibouti, permettez-moi de remercier ICANN pour nous avoir invités à cette importante cérémonie, ainsi que les populations de Markazi pour leur accueil chaleureux. Je félicite aussi Monsieur le chef de projet pour la qualité de cette infrastructure dont les populations bénéficiaires avaient réellement besoin. En effet, depuis 2018, date de la signature de nos accords, vous êtes devenu l'un de nos plus importants partenaires de mise en œuvre, notamment pour tout ce qui concerne les projets liés à la protection des enfants. Et le président du conseil régional de la région d'Obok, Mohamed Hamad Ismail, n'a pas manqué donc dans son intervention de fournir un aperçu des objectifs et du contenu du projet d'un an financé par le gouvernement du Japon et mis en œuvre par l'association ICANN. On l'écoute. La présente cérémonie d'inauguration des espaces communautaires me donne l'occasion également de remercier donc ICANN et sa direction parce que depuis que ce village a été installé, beaucoup de choses ont pu être réalisées, mais il fallait également un espace comme ça pour permettre donc à la communauté de se rencontrer et pour permettre aussi à la jeunesse, aux petits-enfants qui sont là, de s'épanouir dans de bonnes conditions. Donc de rappeler qu'avec le Japon, on a eu d'importants projets et les plus importants à ce jour est quand même la mise en service du ferryboat qui relie Djibouti à Obok. Ça, c'est une très grande chose. Il y a également, dans l'école qui a été construite, il y a beaucoup d'interventions également qui sont faites en zone rurale et il y a beaucoup de projets qui sont en perspective. Donc, je remercie donc ici le gouvernement du Japon à travers son ambassade qui est ici présente, qui sont ici représentés. Madame, je vous demande donc de recevoir nos salutations, nos amitiés et vive la coopération djibouto-japonaise. Cependant, nous savons tous que tout enfant a besoin d'un aire de jeu, un espace d'expression, un lieu de retrouvailles joyeux, loin des adultes qui souvent ressassent des histoires de leur quotidien difficile. ICANN y a pensé et pour faire les choses dans les règles a associé l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés en exposant au secrétaire exécutif ses objectifs responsables du bien-être de tous les réfugiés en République de Djibouti. Ce dernier leur offre le site pour la réalisation des projets de générosité. Et de son côté, la représentante de l'ambassade du Japon à Djibouti s'est réjouie également de la mise en place de cet espace communautaire. On l'écoute. Permet donc aujourd'hui, en qualité de chargé de l'aide publique au développement, de représenter l'ambassade du Japon
et de prendre la parole très brièvement à cette occasion. C'est un grand plaisir de visiter ce camp. Pour moi, il est très important de connaître le terrain et de voir des conditions de vie des réfugiés. Car Djibouti accueille traditionnellement sur son territoire les réfugiés des pays voisins. L'immigration, c'est un grand défi pour la République du Djibouti, qui est entraînée du pays instable et fragilisé. Et dans ce contexte, les autorités djiboutiennes assument un rôle important pour la sécurité régionale, au travers leur engagement dans la question migratoire. Or, mesdames et messieurs, contribuer à la sécurité régionale est un pilier important de la coopération japonaise. À cet égard, je tiens à remercier à cette occasion à tous nos partenaires ici présents aujourd'hui qui travaillent toujours en étroite collaboration avec nous et ICANN, l'ONG japonaise. Sport à présent, toujours dans le cadre des Jeux africains qui se déroulent à Rabat. Le complexe Moulay Abdallah a abrité hier la 6e journée des différentes compétitions d'athlétisme auxquelles 2 athlètes djiboutiens ont pris part dans la catégorie 800 mètres dames et 3000 mètres steeple hommes. Rappelant que ces compétitions tant attendues se sont déroulées en présence de la vice-présidente du comité national olympique et du 4e vice-présidente de l'ACNOA, Fardoussa Moussaïgué, ainsi que du chef de la délégation djiboutienne, également directeur des sports, Abshir Ali. Ainsi, dans la catégorie 800 mètres dames, c'est Souhra Ali Mohamed qui a représenté le drapeau djiboutien. Cette jeune étoile montante de l'athlétisme féminin djiboutien, c'est donc pour sa première participation aux 12e Jeux africains, qualifiée en finale donc de 800 mètres. Et lors de cette compétition, la jeune athlète a pulvérisé son record personnel et national en le faisant passer de 2 minutes 09 à 2 minutes 05. Chez les hommes, en finale de 3000 mètres steeple, l'international djiboutien Mohamed Ismail Ibrahim s'est attribué quant à lui la 8e place. Et dans son intervention, Abshir Ali, le directeur des sports, a exprimé sa joie quant aux performances des jeunes et a rappelé également l'appui indéfectible du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport dans le développement du sport en général et la présence de 40 participants aux Jeux de Rabat en particulier afin de permettre aux jeunes sportifs de réaliser les minima qualificatifs pour les JO de Tokyo 2020 et de remporter au passage le maximum de médailles. Suite au décès de la regrettée Lula Mohamed Dileita survenu ce vendredi, le ministre de l'équipement et des transports Moussa Mohamed Ahmed et le sultan de Gobad Habib Boko ainsi que toute la population du sultanat adressent leurs condoléances les plus attristées à la grande famille de la défunte Lula Mohamed Dileita et prie le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Par ailleurs, le colonel Roble Mohamed Abdallah du bataillon Île à Djalalarsi adresse également ses condoléances à la famille de la défunte Lula Mohamed Dileita. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Page nécrologie également pour clore l'actualité nationale. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Fadouma Idriss Ahmed, décédée hier soir à Deridawa en Éthiopie. Née à Djibouti en 1936, sa défunte laisse derrière elle une vingtaine d'enfants et de nombreux petits-enfants, dont notre collègue Jamal Miré Issé. La direction de la RTD et l'ensemble du personnel ainsi que les artistes djiboutiens adressent leurs sincères condoléances à notre collègue Jamal, à l'ensemble de la famille et prient le Tout-Puissant d'accueillir la défunte dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, au Cameroun, 3 personnes ont péri dans le naufrage d'un navire au large des îles Bakassi. La montée de la houle marine est mise en cause. C'est l'armée camerounaise qui a confirmé la nouvelle dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook. Le navire transportant 200 personnes était en provenance de Nigeria. Il devrait accoster à Tiko, une commune du département de Fako dans la région du sud-ouest du Cameroun. Malheureusement, suite à une montée de la houle, l'embarcation a fait naufrage, bilan 3 morts. Les premières opérations de sauvetage menées par l'armée ont permis de repêcher 107 rescapés. Et quant au corps des 3 femmes, ils ont été donc transférés au port de Bota dans la ville de Limbe. Les recherches se poursuivent, rassurent les sources militaires camerounaises. C'est le second naufrage aux îles Bakassi en 2 ans, en juillet 2017 donc.
et une trentaine de militaires et camerounais avaient disparu lors d'un naufrage au large des îles Bakassi, une presqu'île du golfe de Guinée dans l'Atlantique acquise par le Cameroun en 2002 au détriment du Nigeria après le verdict rendu par la Cour internationale de justice. Recep Tayyip Erdogan est à Moscou pour évoquer la question syrienne. Le président turc s'est rendu aujourd'hui à Moscou pour y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État devaient évoquer leurs différends sur le conflit syrien. Vladimir Poutine s'est entretenu avec son homologue turc en marge du sommet aéronautique MAX qui a lieu donc à Moscou. Les deux présidents ont évoqué leurs divergences sur le conflit syrien. Cette visite surprise survient quelques jours après qu'un convoi militaire turc a été pris pour cible lors de raids aériens en Syrie. Sur le terrain, les forces du président Bachar al-Assad progressent grâce au soutien de la Russie, ce qui a pour conséquence un regain de tension avec la Turquie dans le nord-ouest de la Syrie. Et enfin, le Brésil rejette l'aide du G7 pour la lutte contre les incendies en Amazonie. Et le Brésil qui a rejeté la proposition d'aide des pays membres du G7 pour lutter contre les incendies qui ravagent toujours la forêt amazonienne au cours du sommet présidé par le président français Emmanuel Macron dans la station balnéaire de Biarritz dans le sud-ouest de la France. Macron a proposé que les pays membres prennent part à l'effort de lutte. Ces derniers ont donc offert 20 millions de dollars américains à titre d'aide. Bien que le Brésil dispose d'environ 60% de la jungle amazonienne, le reste de celle-ci s'étend à 8 pays environnants, dont le territoire français d'outre-mer de la Guyane, situé sur la côte nord-est du continent sud-américain. Un total de 71 497 feux de forêt a été répertorié au Brésil durant les 8 premiers mois de cette année, contre 39 000 l'année précédente, selon les données de l'Institut national de recherche spatiale du Brésil. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.